Il en sera question certainement avec, bien sûr, son accord demain. Il est déjà parmi nous pour parler de cette situation qui nous a réveillés en sursaut de froid avant-hier. C'est donc la mort finalement de Massila. Massila, que plusieurs acteurs de la société guinéenne se sont employés à aider pour qu'elle puisse regagner le cours normal de sa vie. Montaga Keïta, aujourd'hui, il est représentant de la famille. Vous le connaissez comme fondateur de Tulip Industries. Aujourd'hui, il est représentant de la famille et il est avec nous. Montaga, bonjour. Bonjour. Moussa Moïse, avec vous pour commencer. Oui, pas très heureux de vous recevoir dans ce studio dans une circonstance pareille, mais il faut qu'on en parle pour prévenir d'autres cas et pour sauver d'autres vies. L'innommable a été commis, le détestable a été fait, l'abjet a été érigé en mode de fonctionnement au sein de ces cliniques qui ont été incriminées. Montaga, nous savons un peu toute la peine de la famille biologique aujourd'hui de Massila, toute la peine de la société guinéenne, parce que de mémoire de journaliste, je pense que jamais un viol et une situation aussi dramatique n'a autant soulevé d'émoi au sein de la société. Massila, c'est tout le monde qui en parle. C'est tout le monde qui est touché, c'est toutes les femmes, c'est tous les hommes. Il n'y a pas de, ce n'est pas qu'un combat mené par des femmes, c'est tout le monde qui est touché par cela. Alors, comment, expliquez-nous un peu comment vous avez, au sein de la famille, suivi ce cas et jusqu'à la nouvelle fatidique d'hier. Eh bien, très simplement, merci d'abord de m'avoir accueilli ici. D'habitude, lorsque j'arrive, c'est vous parler de futur, d'innovation ou d'autres choses. Mais aujourd'hui, on va parler d'une chose fâcheuse. Parce que je suis en colère, en fait, très en colère. Et personne ne m'a encore vu en colère comme ça. Très souvent, lorsque je venais sur ces plateaux, je parlais d'une chose, je disais, vous savez, nous, si quelque chose nous arrive, on peut toujours à la fin prendre nos passeports, d'autres passeports étrangers, voyager, aller à Paris, Casablanca, Tunis ou autre, et nous soigner. Mais qu'est-ce qui va en venir du chauffeur, de la bonne, du cousin, de l'oncle? Je l'ai tout le temps dit. Faites quelque chose. Et rien n'a été fait. Et Massila, qui est ma cousine, est morte. Elle sera enterrée, Inch'Allah, le mercredi. Alors, c'est très simple. Massila a l'habitude, vu qu'elle habite à côté de mon usine, de venir chaque mois, chaque 2 mois, comme ça, nous apporter à manger. Parce qu'on est à côté. Elle a suivi tout le début. Du moment où on était avec les maçons, le ciment, jusqu'au moment où on a eu la clim et tout allait bien. Elle nous a toujours suivis. Elle venait, elle nous donnait gratuitement son fonio et puis il m'a gagné là-dessus. On adorait. Il n'y avait plus de patron ni d'employé. Lorsqu'elle amenait ça, on se ruait là-dessus. Mais pendant 2 mois, on ne l'a pas vu. Donc je me suis sûrement dit, c'est les pluies, la saison des pluies, sûrement. C'est un peu anormal, mais je me suis dit, bon, d'accord, si elle ne vient pas, il pleut, je peux comprendre. Donc c'était pendant la saison des pluies. Et tout d'un coup, on entend à travers ma mère qui dit, ah, j'ai entendu la grand-mère dit que Massila doit se faire opérer ou autre. Si vous la faites opérer ailleurs, vous ne nous dites pas, on va pas vous aider. Il faut nous dire tout ce qui se passe pour qu'on puisse l'aider vraiment avec les moyens. Donc ils nous ont pas dit au clair ce qui se passait. À un moment, lorsque c'est devenu maintenant grave, c'est là qu'ils nous ont révélé. Et immédiatement, on a su qu'elle était à Ignazdine. Et là, on est parti à Ignazdine, ma jeune sœur accompagnée. Donc nous, on était dans le back-end, comme on dit, à l'arrière. On ne se faisait pas voir. Mais celle qui était devant, c'était ma jeune sœur, Madame Anne Zenab Keïta. Donc elle était devant et elle a actionné tout ce qu'il faut parce qu'elle ne travaille pas loin de là-bas. Voilà ce qui se passe. On l'a laissée mourir parce qu'à l'hôpital Ignazdine, ils ont dit aux autres médecins, ah, c'est une pauvre petite fille qui n'a rien. Comme on dit en sous c'est taré qui n'a rien. Et puis, voilà, elle n'a rien, on l'aide seulement, elle est dans une chambre à côté. Donc, les grands médecins, personne n'est venu suivre. Oui, on a dit oui, elle a avorté 6 fois, donc c'est ça. Donc, on l'a d'abord dénigré. Au niveau des intellectuels, d'abord, on l'a d'abord dénigré pour l'amoindrir, pour la mettre de côté. Donc, ne la voyant pas les 2 mois-là, nous, on s'est dit c'est la pluie. Ensuite, on voit que, ok, quelque chose se passe. C'est très simple. Elle est partie, elle avait une gastrite, comme elle est très forte de taille, elle est très balèze, sa tension aussi, elle est partie. Alors ce monsieur qui était le docteur du coin, parce que dans chaque quartier, comme des boutiques, vous avez des cliniques ici, cliniques là-bas, on confond même vétérinaire et docteur, elle est partie là-bas comme tout le monde. Ce monsieur-là pratiquait des césariennes, toutes sortes de chirurgies possibles. Il est gynécologue, il est tout, c'est le sein.
dans le quartier Anta là-bas, c'est le sang. Même hier, mon épouse me disait, lorsqu'elle est partie aux obsèques, une partie de sa famille lui a dit, oui, mais vous nous avez enlevé ce docteur Patrick, nous, c'est lui qui nous sauvait ici. Ce n'est même pas un médecin, c'est un boucher. Ce sont des boutiques. Le Guinéen croit que sauver quelqu'un, c'est comme une boutique, tu l'ouvres, tu vends du pain, tu charcutes comme tu veux. Le dernier des gars là-bas à l'opérer a demandé 50 000 francs et un poulet en sacrifice. C'est un guérisseur qui l'a opéré dernièrement lorsque c'était dans cette clinique. Alors, ils l'ont opéré. Non, elle est partie d'abord pour sa tension. On lui donne une potion magique. Finalement, de 10h, elle se réveille vers 14h, elle est nue. Elle n'a rien compris. Lorsque vous arrivez à un endroit, le médecin vous dit déshabillez-vous ou bien vous pouvez comprendre. Mais là, ce n'était pas le cas. C'était prends ce médicament, ça va te calmer. Et elle se réveille 14h nue. Elle se rhabille, elle panique selon ce qu'elle nous a dit dans la famille. Elle se rhabille, elle panique, elle quitte l'hôpital. Mais un mois plus tard, elle ne voit pas ses règles. Alors elle commence à s'inquiéter. Ce n'est pas une fille qui a un copain. C'est une fille très introvertie, très respectueuse. Vous serez surpris à quel point elle nous respectait. Elle venait à Tulipe, tout le monde la connaissait, tout le monde disait « Ah, c'est ma femme, hein, c'est ma femme ». Tout le monde la charriait, Sanakouya, on faisait très introvertie. Je crois que si elle voulait un mari ou bien un homme, elle aurait pu peut-être avoir Tulipe. Mais non, très introvertie, très respectueuse. Donc, elle se lève, elle rentre à la maison, un mois plus tard, elle constate les faits, elle retourne après pour confronter ce monsieur, parce qu'elle a constaté que quelque chose s'est passé il y a un mois quand même de bizarre. Le monsieur a commencé au début à nier, après il a commencé à paniquer, après il a fait intervenir un autre de ses amis aussi qui a une autre clinique boutique, j'appelle ça des boutiques, à côté aussi, sont partis là-bas. Mais tel qu'elle nous a dit, elle a dit, alors lui, en sous-sol, elle a dit, à Bagaranema. Lui, il a vraiment violé, encore. Donc c'est pas un viol, hein, c'est 2 viols. Ensuite, on lui dit, bon, dis ce que tu as, elle, prise de panique, on dit ce que tu as, c'est un kyste, le kyste a explosé. Depuis quand un kyste explose? Donc, ils ont profité de ça pour dire, on doit l'opérer. Ils appellent sa famille, sa grand-mère d'abord. Sa grand-mère, elle a presque quoi, 85-90 ans, hein, avec une seule jambe. Hein. Aïe, aïe, aïe. OK? Très vieille, c'est Massila qui s'occupait de sa grand-mère. Vraiment. Aujourd'hui, la grand-mère, elle est démolie, finie. Démolie, finie. Et c'est à partir de là, maintenant, on dit on l'opère, il demande 1 million. La grand-mère n'est rien du tout, a tout fait. Elle nous a caché, elle nous a pas dit. Je peux comprendre au niveau culturel. 1 million, elle a pu dégoûter ça à travers des dons gauche-droite. Elle a payé. Et là, ils l'ont charcuté au moins 3 fois. Je vous dis, le dernier, le charcuté là-bas, c'était un guérisseur. Il a demandé 50 000 francs et un poulet en sacrifice avant de commencer. Pour Massila. Et ces gens-là sont en vie, hein. 50, ils sont encore 50 000 et francs un poulet et en un poulet en sacrifice, c'était un guérisseur. Oui, il y a un qui est toujours en fuite. Les grandes C'est gueules. suite à cela maintenant, ils ont une complicité, ces gens-là. Vous savez, c'est tout un réseau, je vais vous expliquer. Les coupables, c'est pas seulement les docteurs, ou docteur Patrick ou autres, c'est tout un système, c'est une nébuleuse. Et cette fois-ci, je me suis juré, moi personnellement, qu'on va faire descendre, on va renverser toute la marmite, toute la case, on va la brûler. Ce réseau-là, eux, ils ont bénéficié d'un autre réseau à Ignasdine. Une autre dame qui est Ignasdine, infirmière ou autre, a aidé ces médecins à transporter la fille jusqu'à Ignasdine, à la placer dans une chambre, à l'arrière, vers le côté morgue. Vous voyez? Et il l'entourait, il faisait un mur totalement là-dessus. Les autres médecins n'avaient pas accès. Lorsqu'on parlait, on disait oui, c'est une fille qui n'a Les grandes gueules. Et puis il faisait un mur. Donc c'était discret. Il disait même à la grand-mère de ne pas dire. Donc ils achetaient des médicaments, on lui donnait. Mais ce qu'ils ont fait en l'opérant, ils ont créé une sorte de fustule recto-vaginale. Donc les excréments se déversaient à partir des voies génitales. Ensuite, en l'opérant plusieurs fois, il a commencé maintenant à avoir les excréments à l'intérieur. Moussaïr qui est là a vu les photos, c'est insoutenable. Nous avons d'ailleurs la régie sur ce récit que nous dresse Montaga Keita, représentant de la famille de Massila, la régie, qui a des éléments qui vont permettre justement d'illustrer ces éléments. On poursuit cette interview avec vous, Jacques Léo-Alénou. C'est sur l'épisode Ignasdine. Je sais que vous insistez beaucoup dessus, mais vous êtes un peu réservé, parce que pour l'instant,
on a suivi la sortie du tribunal de première instance de Mafanko, qui a donc parlé de 4 personnes, dont une donc en fuite. Et vous nous apprenez ce matin qu'il y a eu la complicité même à l'interne. C'est-à-dire, à Ignace Dine, on aurait pu sauver Ma 100%. si on avait pris la décision très vite. Est-ce que vous pouvez être assez précis sur peut-être des noms, sur des fonctions de quelques agents qui, à l'intérieur d'Ignace Dine, n'ont pas œuvré pour sauver au moins Massila? Pardon, Avant que l'équipe de chirurgie de professeur Taran ne soit informée. Oui, exactement. C'est l'équipe de chirurgie qui était bloquée. Ils n'étaient pas informés, ils étaient bloqués. On voulait cacher, on voulait tout cacher. Oui. C'est quand ils ont été informés qu'ils ont pris en main. Mais il était en train de dire là, c'est par la complicité de quelques certains, agents à oui. l'intérieur. Oui, de certains à l'intérieur. Oui. Ce sont des Notamment une tentacules. infirmière. Ce sont une infirmière. Elle est bien connue parce qu'elle a été sommée là-bas de s'expliquer et elle a directement commencé la bagarre. Mais c'est elle qui a permis. On ne rentre pas dans un hôpital, un si grand hôpital, le plus vieux hôpital de la Guinée, et on se couche dans un lit comme ça, sans être sur un registre, sans être connu des médecins, ni rien. Comment ça se fait Massila se retrouve là-bas? C'est parce qu'il y a une complicité à l'interne, je suis désolé. Comment ça se fait ces boutiquiers de quartier qu'on appelle docteurs dans les quartiers se retrouvent là-bas à aider en blouse blanche? C'est parce qu'il y a une complicité à l'interne. Je vous dis, c'est une nébuleuse. Ceux qui ont tué Massila, c'est pas ces médecins seulement, docteur Lamont. C'est tout un système. C'est tout un système, c'est toute une nébuleuse. Vous croyez que ces petites cliniques vont s'ouvrir dans les quartiers sans qu'au moins 1000 personnes ne soient au courant ou 10 000 personnes? Tout le monde a entendu connaître cette clinique-là. Certains bénéficient même d'agréments. Qui donne ces agréments? Alors je vous dis, c'est une nébuleuse. Ça quitte du ministère à l'hôpital, à ces petites boutiques de cliniques. C'est tout un système qu'il faut mettre à terre et on le mettra à terre. Petit à petit, on le fera. Un système à mettre à terre petit à petit. Vous allez rester avec nous dans le cadre de cette émission. Dans un instant, nous allons prendre Alimatou Camara c'est Maître Alimatou Camara et les avocates de Massila. Antoine Kourma, allez-y. Oui, autre question à Mountaga Keïta qu'on sent assez ému dans ce studio. On a assisté à cette nouvelle qui est tombée hier de la mort de Ma. Qu'est-ce que vous avez appris finalement par rapport à ce qui s'est passé en Tunisie? Parce que quand elle partait, ici, il y avait quand même de l'espoir. Moi, j'avais commencé à croire qu'elle allait se remettre et tout. Mais comment, dans quelles conditions elle a quitté Conakry d'abord? Regardez, elle a quitté Conakry dans une condition où, professeur Taran quand même, il y a eu certains médecins ici, ce sont des pépites. Okay? Sans professeur Taran et son équipe, elle serait morte depuis longtemps. Grâce à ces pépites ici, grâce à ces personnes de valeur, elle a pu survivre. On l'a maintenue. Elle a fait des chutes, des rechutes parce qu'un certain docteur aussi essayait ici, je vous le dis carrément, de nous soudoyer, de soutirer de l'argent. Ça fait durer. Wow. Ou elle a fait une rechute pendant cette période. Ce sont des crises de septicémie quand même. Ce sont des infections. Elle se défèque à l'intérieur du corps. Donc, à la fin, on l'a stabilisée. Elle est partie, mais il fallait voir son sourire. Elle a des fossettes Massila, des fossettes, on dirait, de 10 cm. Elle est mignonne. Alors, on l'a envoyée. Lorsqu'elle est arrivée en Tunisie, les premières photos, mais nous, on s'est dit, c'est fini, elle est guérie. Massila même demandait à avoir des talents parce qu'elle veut descendre en Guinée. On croyait que c'était parfait. Mountaga, si vous permettez, on va revenir de long en large sur cette question. Mais à présent, au bout du fil, d'où nous attend Maître Alimatou Camara, l'avocate de Massila, Jacques Léoalenou. Les grandes gueules. Maître, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Léo. Bienvenue à cette émission. Hier, nous l'avons appris, le procureur, par intérim de Mafanko, a fait une communication sur la procédure judiciaire qui est engagée de ce côté. Ça, c'est la communication du ministère public, dit-on. Vous qui défendez Massila, désormais victime qui n'est plus de ce monde, quelles sont les informations précises que vous avez aujourd'hui par rapport à cette procédure? Bon, les informations précises, c'est qu'il y avait 3 personnes inculpées pour viol, utilisation de substances nuisibles, risque causé à autrui. Je crois que telles étaient les infractions et complicité. C'était les infractions
des infractions dont les accusés ont été inculpés de ces chefs d'accusation. Donc, ce qui reste clair aujourd'hui, il y a un nouvel élément. Malheureusement, Massila n'a pas survécu à ces blessures causées par le viol, causées par les risques causés par ces médecins-là qui ont utilisé des procédés qui n'étaient pas des procédés légaux. Donc, aujourd'hui, il y a homicide. Donc, je pense que la procédure va suivre son cours et désormais, elle n'est plus, bien évidemment, partie civile. Ce sont ses ayants droit, notamment son père et sa grand-mère, qui sont aujourd'hui ses ayants droit pour représenter ses intérêts en justice. Il y a le nouvel élément, il y a des suspects, disons des personnes qui sont déjà inculpées, au nombre de 4. Vous qui défendez, qui aidez donc jusque-là Massila à être rétabli, ou la famille de Massila à être rétablie dans ce droit, vous soupçonnez combien de personnes? Ou bien vous vous limitez à ce qui a été dit, les 4? Bon, pour le moment, l'instruction suit son cours. Ces personnes-là ont été entendues sur le fond. 3 personnes sont en détention au lieu de 4. La 4e personne est en fuite. Pour le moment, nous attendons qu'il y ait des comptes interrogatoires pour pouvoir nous déterminer sur ce que le juge d'instruction devra faire. À ce moment-là, nous ferons peut-être des demandes d'actes pour étayer un certain nombre de choses sur la responsabilité de d'autres personnes qui seraient engagées dans cette affaire. C'est donc Maître Alimatou Camara, avocate de Massila Moussa Moïse. Sur le travail, maître, du magistrat instructeur, est-ce que au-delà de l'interpellation de ces personnes, de ces prévenus, est-ce que vous avez des informations autour comment on appelle, des complicités? Parce que ceux qui ont été arrêtés, je présume... Les complicités, moi, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais ce qui reste clair, j'ai eu à parler avec la victime avant qu'elle ne perde la vie dans ces conditions dramatiques et choquantes. Les complicités, moi, je dirais d'abord, principalement, c'est qu'il faut qu'on puisse élaborer un certain nombre de réflexions sur les différentes responsabilités. Il était de la responsabilité de qui? De veiller à ce qu'il n'y ait pas de cabinet médical fantôme dans ces quartiers-là, de gens qui pratiquent de la chirurgie alors qu'ils n'en ont pas la compétence. C'est de la responsabilité de l'État, de la responsabilité du ministère de la Santé et de l'inspection du ministère de la Santé, voire même aujourd'hui de l'ordre des médecins. Il faut qu'on regarde quelles sont les différentes responsabilités à engager dans cette affaire. Et au-delà de cela, aujourd'hui, nous avons une prise en charge médicale qui a été faite à Niamey. Dans quelles conditions Massila a été prise en charge? Aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de questions qu'il va falloir se poser autour de ce dossier, au-delà de l'aspect judiciaire. La question de droits économiques, sociaux et culturels dans notre pays, la question de l'accès à la santé. Avait-elle toutes les chances de survie si elle avait eu en face d'elle des médecins compétents, un plateau technique conséquent? Est-ce qu'aujourd'hui, elle n'aurait pas eu plus de chances de s'en sortir? Moi, je pense que ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Aujourd'hui, combien de nos ressources sont mises dans le secteur de la santé? Comment les gens étudient dans nos facultés de médecine? Quid de la déontologie des médecins dans notre pays? Moi, je pense que cette affaire devrait interpeller nous tous ici présents et interpeller également une conscience collective. Moi, je pense qu'il est temps que dans ce pays, il y ait une masse critique de personnes pour se lever et défendre nos droits à la vie, nos droits à la santé, nos droits à une prise en charge conséquente, mais également la question des violences faites aux femmes. La question des violences faites aux femmes en milieu médical. Il faut se poser des questions sur combien de femmes ont subi ou ont pu subir ce genre de choses que beaucoup de préoccupations, beaucoup de problématiques justement pour qualifier le secteur de la santé en Guinée. Moussa Yeroba. Alors, Maître Alimatou, il y a le 4e médecin concerné, notamment c'est Dr Célestin Milimono, qui est en cavale. Qu'est-ce qui peut être fait juridiquement? Est-ce qu'on peut aller dans le sens de lancer un mandat d'arrêt avec des publications de ses photos, puisqu'il sait qu'il a commis quelque chose et il a pris la poudre d'escampette? Qu'est-ce qui peut être fait pour mettre main sur lui?
Bon, moi, je pense que, écoutez, le ministère public et les juges d'instruction peuvent lancer un mandat d'arrêt international contre lui. Il a quitté nos frontières, qu'on le retrouve. Aujourd'hui, on ne peut pas s'évaporer dans la nature comme si c'était aussi simple que cela. Et qu'on diffuse ces photos, il va falloir que Interpol aussi s'en mêle et qu'il y ait de la coopération judiciaire. Est-il dans les pays à côté pour que l'on sache où est-ce qu'il a pu passer? Avait-il des pièces d'identité? A-t-il pu passer les frontières? Tout ça, c'est des questions qu'il va falloir poser aux magistrats instructeurs, mais également aux procureurs de la République. D'accord. Autant donc de questions à poser à tous ces acteurs-là. Maître Alimatou Camara, avocate de Massila, la dernière question avec vous, Moussa Moïse. Sur l'arsenal juridique qui traite de ces questions de viol, de violences faites aux femmes, basées sur le genre, est-ce que, puisque vous êtes de la profession, est-ce que vous trouvez notre arsenal juridique assez conséquent sur toute la chaîne, c'est-à-dire des instructions jusqu'au niveau des prisons? Est-ce qu'il n'y a pas un maillon faible dans cette chaîne pénale? Écoutez, sur le plan des violences faites aux femmes, sur le plan des VDG, il est clair aujourd'hui que nous avons un problème de dysfonctionnement, nous avons un problème de formation des acteurs qui peuvent intervenir, mais également, comme vous dites, il y a un certain nombre d'insuffisances. Je pense qu'aujourd'hui, la Guinée a ratifié le protocole de Maputo, et le protocole de Maputo, par exemple, est un instrument très, très fiable sur les questions des droits des femmes. Et sur plusieurs questions, de l'égale protection de la loi, des avortements, des NGS, de la participation des femmes à la vie politique. Je pense que tous ces éléments-là doivent être peut-être internalisés dans notre code pénal. Mais aujourd'hui, il existe un certain nombre de dispositions. Mais quand vous regardez, quand vous faites des statistiques sur le nombre de dossiers de viol qui passent aujourd'hui devant les tribunaux de droit, devant les tribunaux criminels, le maximum de la peine en général, c'est 3 années d'emprisonnement. Alors que ce qui existe est suffisamment répressif déjà. Donc déjà, si on pouvait appliquer la loi en la matière, ce serait intéressant. Il y a une forme aujourd'hui de banalisation des peines de viol. Lorsque vous faites des statistiques au niveau de nos tribunaux de première instance, vous vous rendrez compte que les peines les plus lourdes en général, c'est 3 années d'emprisonnement. Nous avons eu une décision récemment au niveau de Pita, où un accusé a été condamné à perpétuité parce qu'il a violé une petite fille de 3 ans. Donc ça, c'est une décision qui est historique en Guinée. Et je pense que le peu de législation que nous avons, même si ce n'est pas aussi adéquat que cela, peut être appliqué. Déjà, il s'agit d'appliquer les textes qui existent et de réfléchir à l'avenir sur comment protéger davantage les femmes contre les violences sexuelles, contre les violences sexistes. Donc, c'est une problématique entière avec vous, Maître Alimatou Camara. Merci d'être intervenu ce matin sur nos antennes. Les grandes gueules, nous poursuivons avec ce sujet. Massila, juste derrière cette virgule. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours. On revient donc en studio avec notre invité Montaga Keita. Montaga Keita qui, comme nous, a écouté l'avocate de Massila. Eh bien, je l'ai écouté avec attention et j'aimerais dire une chose, c'est que les viols sont devenus tellement récurrents en Guinée que c'est une habitude maintenant. Je parlais avec professeur Hassan il n'y a pas longtemps, on se connaît un peu, et professeur Hassan m'a expliqué que son boulot est rendu plus difficile du fait que lorsqu'il fait très bien son boulot et que 100 personnes sont condamnées, eh bien 90% se retrouvent dehors. Il n'y a que 10 qui sont en prison. Vous imaginez un pays dans lequel on libère 90% des violeurs, des papas qui ont violé leur petite fille de 3 ans. Il les retrouve dehors. Lui-même, sa vie est risquée. Sa vie est risquée. Parce que lorsque vous faites condamner un suspect et que la semaine prochaine, vous vous retrouvez ensemble dehors, voilà, personne ne peut vous faire du mal.
on permet à ces gens de vivre. Mais ceux qui sont aussi coupables, c'est pas seulement le ministère de la Santé ou la justice, c'est les familles. Il y a un tabou, une telle hypocrisie dans notre système. Notre culture, elle est belle, je l'adore, c'est pour ça que je suis de retour en Guinée. Mais il y a des ratés. Les ratés, c'est qu'un oncle peut violer sa nièce, un papa peut violer sa fille. On dira plutôt, tais-toi, ne fais pas honte à la famille. Non, il faut parler. Il n'y a aucun numéro ici que vous pouvez appeler pour dire, hey, le tonton là, il m'a violé, mon cousin m'a violé. Je sortais avec une ex dans le passé aux États-Unis, qui était guinéenne. Elle me dit, lorsqu'on m'envoyait en vacances dans la ville de ma mère, le petit frère de ma mère me violait. Lorsqu'on m'envoyait en vacances au niveau de mon père, lui aussi me violait. Et maintenant, les gens s'étonnent qu'elle ait cette attitude un peu légère. Non, c'est en famille. Et je lui ai demandé à quel âge ils ont commencé. Elle a dit quand j'avais 5 ans, comme ça, autour de 5 ans. Wow. C'est-à-dire, elle, c'est ici en Guinée que ça se passait. Lorsqu'elle allait dans les 2 villages, on l'a violée, on l'a molestée. Et j'étais choqué. J'étais aux États-Unis, je ne pouvais pas entendre ça et me taire. Et lorsque je l'ai dit, elle, à force de dire à ta mère, elle a osé, au bout de 2 mois, appeler sa mère qui était aux États-Unis et puis lui dire, sa mère lui a dit une phrase en malinké, elle est revenue me voir en pleurs. En gros, sa mère lui a dit, ferme-la, ne fais pas honte à la famille. Notre culture a des ratés, il faut en parler, il n'y a pas de tabou là-dessus. Aucun crime ne doit être caché. Lorsqu'il y a une fumée, recherchez, emmenez un instincteur et voyez pourquoi même il y a eu un début d'incendie. Parce que nous, en général, on éteint le feu ou on essaie d'éteindre le feu, mais on ne regarde jamais la source de l'incendie. Est-ce qu'il y a un câblage qui est mal fait? Le câblage là, c'est d'abord nos tabous et de 2, nos religieux aussi. Nos religieux vous parleront tout le temps d'enfer et de paradis. Mais ils ne parleront jamais, oui, d'eux-mêmes peut-être, ou certains dans leur famille, ou d'autres par là-bas. On a entendu un viol ici, faites attention. L'éducation, c'est dans les familles. Les femmes, ne formez pas seulement vos filles à cuisiner en cuisine. Formez vos garçons à ne jamais toucher en mal une femme. Point final, l'éducation, c'est en famille. Ne soyons pas hypocrites. Il s'agit effectivement d'une problématique entière, mon cher Moutaga. On poursuit évidemment cette interview avec vous, mais dans un instant, nous allons entendre le professeur Hassan Ba, médecin légiste, qui a pris en charge pour les premiers instants que cela lui a été demandé, mais également il est président de l'Ordre national des médecins de Guinée. Nous l'entendrons dans un instant. Allez-y, Jacques Lewa. Oui, plutôt une petite réaction quand j'ai écouté tout à l'heure Maître Alimatou qui parlait des peines qui sont souvent, comment on appelle ça, prononcées contre les coupables, des peines quand même légères pour certains cas. Parce que si pour un viol, quelqu'un doit écoper de 3 ans d'emprisonnement, je crois que ça va encourager d'autres. 3 ans, on est tout de suite dehors. Ou 4 ans, 5 ans. Et il n'y a même pas de, comment on appelle ça, de sûreté qui est déterminée pour dire, bon, au bout de, vous êtes condamné à 3 ans, mais au moins au bout de 2 ans, vous ne pouvez pas avoir des réaménagements de peine. Ça veut dire qu'on a une certaine facilité, n'est-ce pas, à maintenir les gens en prison. Et il n'y a pas de peine équivalente selon les zones. Si à Conakry on condamne par exemple à 5 ans d'emprisonnement, à Mamou peut-être c'est 2 ans, c'est 3 ans. Je crois la ministre de la Justice dans la réforme peut aller sur ce plan, puisque c'est devenu une préoccupation réelle dans notre pays. Comme les attaques à main armée étaient devenues à un moment donné une préoccupation nationale, le banditisme à grande échelle, le viol, c'est une préoccupation nationale. Il faut des mesures, mais véritables, des mesures coercitives pour pouvoir endiguer, n'est-ce pas, le phénomène. Mais Jacques, pourquoi ne pas dire aux magistrats... Est-ce que finalement la question est même législative? Parce que non. Déjà que les lois ne sont pas appliquées sur le phénomène. C'est ce qu'on dit. Au fait, il y a une fourchette qui est donnée. On dit, je crois que c'est de 1 an à 20 ans, parfois même jusqu'à la réclusion. Mais puisqu'il revient, encore une fois, au magistrat de déterminer la peine à coller à comment on appelle ça, un accusé, donc à un coupable. Vous réclamez la peine la plus... Donc le magistrat peut choisir la peine qu'il veut. Donc si... En amont, on essayait d'indiquer, voilà la peine, hein, quelle que soit la zone,
quel que soit le type de viol, parce qu'on va dire viol sur mineur, viol sur majeur, viol c'est un viol, il va falloir qu'on mette tout le monde sur le même pied d'égalité si vous faites qu'on aille jusqu'au-delà de 20 ans. Parfait. Que l'on aille jusqu'au-delà de 20 ans. En tout cas, c'est une idée. Les hommes de la justice sont bien interpellés sur ce sujet-là. Cette fois, c'est Malado Kaba qui est en ligne. Elle prend la parole, mon cher Antoine, au nom d'ONG qui entendent se faire voix aujourd'hui. Antoine, elle nous en parle. Madame Kaba, bonjour. Les grandes gueules. Bonjour à tous et bonjour à tous vos auditeurs. Voilà, merci de vous prêter à nos questions de ce matin, Antoine. Oui, Madame Kaba, il y a cette information qui nous est parvenue, pour laquelle on débat ce matin. Dites-nous quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris la nouvelle de la mort de Massila. Merci. Écoutez, tout d'abord, je tenais à exprimer mes plus sincères condoléances et toute ma compassion à la famille éplorée de Massila, ainsi qu'à ses amis et à tous les concitoyens de Guinée. Parce que je crois que ça nous touche absolument tous. J'ai été triste et en colère. Triste parce que j'avais rendu visite à cette jeune dame quand elle était à Inasbin et j'ai été absolument impressionnée par sa force morale. Quand je suis rentrée dans sa chambre, elle avait le sourire. Malgré toute la cruauté qu'elle a subie avec ces opérations délivrées par des prétendus médecins. Elle était vraiment d'une force morale incroyable et je pensais naïvement, depuis son évacuation, qu'elle nous reviendrait vivante et guérie. Malheureusement, cela n'a pas été le cas et donc je suis aujourd'hui triste, mais surtout en colère, très en colère, comme beaucoup de nos concitoyens. Triste. Pour moi, elle est morte 3 fois. Elle est morte quand on l'a violée, elle est morte quand elle a été charcutée et découpée par des prétendus médecins, elle est morte finalement quand son âme l'a quittée, fatiguée de cette banalisation du viol et de l'impunité qui sévit dans notre pays. L'impunité, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment le plus grand de nos cancers. Et il faut y mettre fin. Il faut mettre fin à l'impunité, vous le dites. Moussa Moïse, on avance avec vous. Oui, Madame Kaba, est-ce que vous n'avez pas l'impression, peut-être, je suis en train de penser à cela, que une bonne partie de la société dans laquelle nous vivons est aussi complice, hein? C'est une sorte de terroir fertile qui permet à ce genre de comportement d'émerger. Est-ce qu'il ne faut pas aussi taper du poing sur la table pour interpeller, encore une fois, les pouvoirs publics à jouer leur rôle, à prendre leurs responsabilités? Je crois que vous avez raison. Et le cas de Massila, en fait, nous interpelle tous. Ça nous pointe tous du doigt. Nous sommes tous coupables. Pourquoi? Parce que je pense que son cas, pour moi, cristallise trois choses importantes. Premièrement, la banalisation du viol, on l'a dit. Deuxièmement, l'exercice illégal, clandestin et non professionnel par une partie des membres du corps médical de la médecine. Et troisièmement, l'impunité, encore une fois. Peut-être que Massila serait vivante aujourd'hui si elle n'était pas allée dans ce centre médical clandestin. Et l'existence même de ce centre illégal ou clandestin, pour moi, est le signe que nous n'avons pas fait notre travail. Le travail du régulateur dans le domaine de la santé n'a pas été fait. Le travail d'inspection, de supervision n'a pas été fait, ou en tout cas pas correctement. Et ce qui nous fatigue aujourd'hui, je le dis, hein, le cancer pour moi de la Guinée, c'est l'impunité. Dès qu'on cherche à punir quelqu'un, on envoie des délégations. On vient attraper les pieds des gens. Mais c'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes. Il faut qu'on mette fin à cette impunité. Et ça, c'est facile. Il n'y a pas besoin de calage pour ça. Il faut faire preuve de discipline. Il faut faire preuve de rigueur. Il faut faire preuve de fermeté. Il ne faut pas flanchir quand on doit punir. Sinon, c'est pas la peine d'être à la tête d'une organisation, à la tête d'une structure, à la tête même d'un État. Il faut pouvoir punir et c'est facile à faire et qu'on le fasse aujourd'hui. Alors, Madame la ministre, il y a ces actions qui vont être... Allez-y, allez-y. Bien, il y a ces actions qui vont être menées. Hier, il y a eu une réunion Zoom avec toutes les organisations féminines impliquées dans la lutte contre ce qui est arrivé, malheureusement qui s'est terminé par ce drame, la mort de Massila. Des actions sont en vue. Qu'envisagent ces organisations? Il était prévu notamment une rencontre avec la gouverneure, Madame la gouverneure, ce matin, dans le cadre d'une manifestation. Qu'en est-il réellement? Merci bien. Donc effectivement, nous avons hier organisé un peu au pied levé une rencontre avec une rencontre de concertation
avec un certain nombre d'organisations, de réseaux, de femmes qui se battent au quotidien. Ça, je crois qu'il faut continuer à le dire. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur le terrain à travers le pays et qui se battent. Il faut vraiment leur tirer le chapeau et les féliciter et leur dire que nous sommes avec eux. Nous avons dit il faut vraiment qu'on se mobilise cette fois-ci et qu'on marque le coup. Nous sommes fatigués, nous les femmes, d'être traitées comme des citoyennes de seconde zone, parce que c'est ce que ça veut dire. Quand on banalise le viol, quand on ne punit pas ce crime, ça veut dire qu'on considère que plus de la moitié des citoyennes de ce pays, finalement, nous ne sommes pas grand-chose. Or, ça suffit maintenant, nous en avons assez. Nous disons que nous en avons assez, nous sommes fatigués d'être traités comme des morts vivantes, parce que c'est ce qui se passe en fait. Moi, je ne me sens pas en sécurité. On peut aussi, ça pourrait tout à fait m'arriver. J'ai été victime de tentatives de viol. Je le dis, j'ai été victime également de harcèlement sexuel. Tout ça doit cesser. On en a assez. Donc, ce que nous avons discuté, c'est de pouvoir organiser une mobilisation qui serait centrée autour des axes suivants. Mardi, nous souhaitons avoir un comité restreint, accompagner la famille pour la réception de la dépouille de notre chère Mathilda. Ça c'est quelque chose que nous souhaitions vraiment faire pour soutenir, pour en tout cas souligner tout notre soutien à la famille. Nous souhaitons également organiser une marche. Nous pensons que c'est important avec tout le monde, les hommes, les femmes, parce que ça nous concerne absolument tous. Et pour cela, donc vous savez qu'il y a un certain nombre de réglementations à respecter. Donc cela se passera probablement le jeudi, mais nous attendons bien entendu d'avoir l'accord de nos autorités pour cela. Nous avons également, au cours de cette marche, nous prévoyons de faire un certain nombre d'arrêts au niveau du ministère de la Santé, au niveau du ministère de la Justice et au final à la primature, où à chacun de ces arrêts, nous déposerons un mémorandum qui contiendra un certain nombre d'éléments sur lesquels nous souhaitons que les pouvoirs publics prêtent une attention extrêmement forte. L'autre chose aussi, nous avons lancé une pétition, ça c'est d'ailleurs depuis plusieurs semaines, et malheureusement, je ne sais pas, les gens ont l'impression peut-être que pétition là c'est Pegasus, mais c'est pas Pegasus, je veux les rassurer. Il faut signer cette pétition parce que c'est important aussi de montrer que tout le monde est mobilisé. Voilà. Parfait. Excusez-moi, un dernier point, le code couleur que nous envisageons, bien sûr, c'est le rouge, parce que le rouge symbolisera le sang versé par Mathilda dans quelque chose, je crois, dans une histoire tragique qu'on aurait pu éviter, en tout cas pour ce qui est de la négligence extrême sur le plan médical dont elle a fait l'objet. Parfait. Si l'équipe n'est pas en studio, justement, nous serons des vôtres. Sinon, en tout cas, c'est une marche. Ce sont des manifestations que nous accompagnerons avec nos reporters qui pourront être déployés et nous rendre compte de cela en instantané. Merci, Madame Kaba, qui d'ailleurs a lâché cette grande information pour dire tout le monde peut être victime de ça. Elle, qui a échappé belle à une tentative de viol. Elle a été victime de harcèlement sexuel, elle qui a été ministre de l'économie et des finances. Restez avec nous, la prolongation s'impose à nous. Nous ouvrirons cette troisième partie avec les derniers mots que nous avons de Massila. Elle nous parlera encore. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine, car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un Baté, Mandiana, Sigiri. C'est Radio Espace sur Grande gueule, la prolongation.
Retour en studio, comme on dit, hein, c'est à l'apprentissage et à tout le reste. Pour parler comme l'autre ministre, on revient avec ce sujet super grave, ce sujet gravissime qui touche justement à la fin tragique de Massila. On revient en studio avec vous, Jacques Léo-Aleno. Mountaga Keïta est avec nous depuis 1 heure déjà. Oui, il y a donc d'un côté, les femmes qui annoncent ces activités, la réception du corps, une manifestation pour adresser un message aux autorités. Mais n'est-ce pas un problème, comme je le disais, une préoccupation nationale, un problème comme le banditisme? Eh oui, en fait, elle est décédée samedi soir et dès le matin du dimanche, avec mon épouse, on s'est dit, il faut qu'on fasse une manifestation pacifique, mais il faut se faire entendre. Et ensuite, j'ai expliqué à ma femme, après tout, parce que j'étais en colère, après tout, c'est pas un problème de femme, c'est un problème d'homme. Nous, les hommes, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se dise la vérité. Ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs, ce sont nos petites filles. Qui violent? C'est les hommes. En tout cas, 99,99%. C'est les hommes qui violent. Alors, les hommes doivent être présents. OK? On a tous un ami, un tonton, un oncle, un n'importe quoi qui dit, bon, moi, la fille, là, je l'ai forcé un peu, j'ai eu ce que je voulais. Ouais, diramé. C'est ça, on se dit. En Guinée, on banalise tellement. Certains m'ont raconté des actes de viol. Tellement de jeunes femmes m'ont raconté ici ce qui les ont arrivés avec un oncle, comme je vous ai expliqué, une ex qui m'explique comment on l'a. Mais les tabous sont là. Alors c'est une affaire d'hommes. Les hommes, vous devez être plus nombreux que les femmes parce que c'est vous qui violez dans la plus grosse majorité. Il faut que vous soyez là. Et si vous n'êtes pas là, c'est que vous êtes complices aussi. Il faut se dire la vérité. On ne violente pas une femme, le moteur de nos familles. D'accord? On drague une femme, on la séduit avec des fleurs, avec du n'importe quoi. Si vous voulez checker, séduisez-la avec. Si ça marche, d'accord. Il y a trop de femmes en Guinée. Si elle vous dit oui, c'est oui. Si elle vous dit non, mais tracez votre route. Il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a même certains qui se permettent d'aller plus d'une femme, 4 femmes. Vous comprenez? Alors, il faut qu'on se dise la vérité. Le viol, c'est pas une affaire de femmes. C'est une affaire d'hommes faibles. D'hommes qui ne peuvent pas s'exprimer correctement, qui ne peuvent pas avoir une femme par la douceur. Non, ce sont des hommes faibles. Alors, ces hommes faibles, il faut qu'on les dénonce. Et aussi un système. Le système est là. Et tant qu'on ne l'ébranle pas, il ne va pas s'ébranler. C'est un cancer. Là, on commence la chimiothérapie. On ira jusqu'au bout. C'est un cancer, la chimiothérapie commence, vous irez jusqu'au bout. En tout cas, bon courage, vous aurez plein de personnes auprès de vous. Antoine Courmand, on enchaîne. Oui, depuis ce matin, on a juste fait fuiter un seul nom qui est celui qui est recherché. C'est important que les autres soient connus afin qu'on comprenne dans l'arrestation qui a été faite ou les arrestations qui ont été faites, qui sont ceux qui sont en détention, pour que l'opinion soit informée, parce qu'il y a eu viol, non seulement, mais il y a eu mort au bout du compte. Donc, parmi les noms que nous avons sous la main, parce qu'il y a un communiqué du parquet, on a en premier lieu un certain Patrice Lama, qui est mis aux arrêts, qui est à la maison centrale de Conakry. Ensuite, c'est le premier qui est passé à l'acte. C'est le premier qui est passé à l'acte. C'est lui qui l'a engrossé. Il y a un certain Daniel Lama, qui est aussi sur la liste, qui est le deuxième, qui est aussi à la maison centrale. Et puis il y a Sebori Sissé, qui est le troisième, sur la liste, le guérisseur. Celui qui a réclamé les 50 000 francs guinéens, plus un poulet. Sebori Sissé, qui est le guérisseur. Et puis le quatrième en fuite, c'est bien Célestin Milimono, qui est recherché. Le deuxième violeur. Et moi je suis pour que la photo soit mise sur la place publique afin qu'il soit wanted, qu'il soit c'est un fugitif, mais afin qu'on le recherche. Et s'il y a une cagnotte ou je sais pas une récompense à donner à celui qui va le débusquer, afin que cela soit su, que les Guinéens, d'où qu'ils soient, qu'on lui mette la main dessus, qu'il soit en Guinée ou à l'étranger, qu'on sache où il est. Il faut que ces cas-là soient un cas d'école, un exemple pour tous, que la condamnation soit publique, que le procès soit public, que chacun y participe, que le jour de la condamnation, que toute la Guinée sache à quelle peine ils ont été condamnés, que le verdict soit rendu public et que tous les médias fassent une couverture large afin que ceux-là qui ont tendance à parfois en faire une habitude, que ça cesse. Que le cas de ces 4 personnes, voire des autres qui sont complices, qui ne sont pas encore cités, soient révélés. J'apprends que les cliniques en question ont été fermées par l'inspection générale du ministère de la Santé. Il y a d'autres cliniques qui auraient fermé déjà après avoir appris la nouvelle. C'est déjà une bonne chose. Il y a des cliniques que nous connaissons qui ne répondent pas aux normes.
Si nous qui sommes journalistes ou même des leaders d'opinion connaissons des cliniques qui ne sont pas dans les normes, c'est important qu'on les dénonce. Thibault avait commencé un travail dans ce sens, ça n'a pas marché parce que des personnes sont allées le voir pour plaider sur un plan purement social. On lui a dit que c'est de par ça qu'ils se nourrissent, alors que c'est des humains qu'on traite dans ces cliniques-là qui ne sont pas de vraies cliniques. Et donc, et l'ordre des médecins et le service de Thieboro ou même des nouvelles autorités, il faudrait qu'on prenne des dispositions afin que ces cliniques-là soient enfin fermées. D'accord, moi je souhaite tout de même mentionner que nous, journalistes, nous ne sommes pas spécialistes de la santé pour savoir quelle est la clinique qui répond pas aux normes. Non, non. Il appartient... On peut le savoir, Moïse. Non, on peut le savoir. Les agréments. On peut pas. J'ai pas besoin d'avoir un diplôme pour savoir qu'une clinique n'est pas dans les normes. Non, si. C'est un domaine qui nous échappe. C'est la moindre des choses. Il y a des cliniques que nous connaissons qui ne sont pas dans les normes. Non. On a visité des cliniques, Moïse. Je finis. Où les produits utilisés tu vas comprendre pourquoi je le dis. Ont expiré depuis 2018. Tu sauras pourquoi je le dis. Où ils n'ont pas de gars. On n'a pas besoin de diplôme pour ça. Nous ne pouvons pas nous substituer à l'inspection de la santé. Je demande d'ailleurs, je souhaite que le ministre de la Santé, le nouveau ministre, mette complètement à terre cette inspection. Elle n'existe pas. Ce n'est pas une inspection qui fonctionne. C'est une inspection qui est inexistante. Si elle fonctionnait, je pense qu'on aurait pu éviter ce cas-là. Elle n'est pas oui, elle ne fonctionne pas. Donc je pense qu'il faut dégommer déjà cette inspection. Le secrétaire général doit partir. Il doit également partir. Au sein du ministère de la Santé, il y a des directions qui sont chargées de cela. De la délivrance des agréments, du contrôle qui doit être effectué dans les différentes cliniques, dans les différents hôpitaux. Il y a des directions qui s'en occupent. Je pense que ces directeurs-là doivent être changés. Il faut passer à une nouvelle structure. Et fermer les cliniques où les bouchers se sont adonnés à cœur joie à leur sale besogne ne suffit pas. Il faut raser. Il faut casser. Je pense que si on ne les casse pas, 10 ans, 5 ans plus tard ou quelques mois plus tard, vous savez, dans notre société, un crime en cache un autre, il suffit que le temps fasse son effet pour qu'on oublie Massila au bout de 2 mois. Personne n'en parlera. Un mois. Un petit à Milimono qui est en fuite va certainement ressurgir pour venir ouvrir la clinique qui a été fermée et agir avec la complicité des citoyens. Les citoyens qui vivent dans les quartiers où l'État n'a pas créé les conditions qu'il faut afin que les citoyens puissent avoir accès à un soin de santé un peu au moins acceptable. Mais ces citoyens-là, ils s'offrent, ils s'adonnent au plus offrant, à celui qui présente sa clinique devant leur porte. Donc je pense que la responsabilité de l'État est engagée là. Il faut raser complètement ces cliniques où cette chirurgie soi-disant a eu lieu. Et ensuite, il faut également démettre de leurs fonctions tous ceux qui occupent cette direction, qui sont chargés de veiller à la délivrance des agréments et qui doivent opérer des inspections dans les différents hôpitaux. Ils ne l'ont pas fait. Ils le font maintenant là parce qu'ils savent que l'opinion en parle. Ils agissent maintenant parce que Massila a perdu la vie. Ça veut dire que quelques temps après, ils passeront à autre chose. Il faut vraiment que cela soit nettoyé. Et nous aurons, professeur Hassan, lors des médecins, il y a besoin d'y avoir de l'ordre à l'intérieur. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre à l'intérieur. Il fait ce qu'il peut en tant que professionnel depuis des années, mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul. Ça ne doit pas reposer que sur lui. Ça doit vraiment être... Je pense que quand l'ordre des médecins se présente quelque part, tout le monde devrait trembler, même le ministère de la Santé. Mais à l'interne, ça ne va pas. Il faut que ce nettoyage soit fait pour permettre à cet organe très important de jouer son rôle. Il faut que ce nettoyage soit fait, Moussa Moïse. D'ailleurs, Tidiane qui réagit aussi à cette émission, Tidiane, l'ancien DTP, qui dit en bas, toutes les cliniques privées devraient être fermées d'abord et passer à l'inspection après pour savoir qui doit ouvrir ou pas. Moussa Hiro, finalement, nous avons le professeur Hassan Ba qui est en ligne. Bonjour, professeur. Les grandes gueules. Oui, bonjour. Merci de vouloir répondre à nos questions ce matin, Moussa Hiro, pour la première. Alors, bienvenue, professeur. Vous avez évalué le dossier de Massila, bien évidemment en tant que médecin légiste, avant qu'elle ne soit évacuée en Tunisie, mais aussi vous avez fait cette déclaration au compte de l'ordre des médecins, vous désolidarisant de ce qui s'est passé par rapport à ces médecins qui ont charcuté cette jeune dame, malheureusement, qui n'est plus des nôtres aujourd'hui. Oui. Mais écoutez, donc merci beaucoup, Madame Moussa Hiro. Je voudrais tout d'abord profiter de votre antenne pour présenter au nom de l'ensemble des médecins de Guinée
nos sincères condoléances à la grande famille éplorée, à toutes ces associations qui sont mobilisées et qui ont mis en place cette chaîne de solidarité pour permettre à cette femme de bénéficier des soins et en Guinée et à l'étranger, et à tout le peuple de Guinée. Donc je présente toutes nos condoléances. Comme vous l'avez si bien dit, c'est une situation triste, et vraiment déplorable. Donc c'est une fille, cette jeune femme effectivement a été victime d'un viol par des soi-disant médecins. C'est bien dit, ce sont des soi-disant médecins, parce que jusqu'à preuve du contraire, en tout cas en ce qui me concerne au niveau du conseil de l'ordre, ils ne sont pas inscrits. Donc pour moi, je considère que ce ne sont que des délinquants sexuels et qui l'ont violée d'abord plusieurs fois avant de tenter cette opération. Et ils l'ont opéré, contrairement à ce qu'ils pensent sur le plan chirurgical, l'utérus était intact. Donc c'est pour montrer que ce ne sont pas des médecins, ils ont juste sonné son intestin grêle, ce qui a provoqué une déchirure de son intestin grêle, qui a une fonction de transit des selles. Et les chirurgiens, donc embarrassés devant ce tableau, ils l'ont évacué à Ignace ici. Ils étaient obligés de mettre en place ce qu'ils appellent une anastomose pour permettre la sortie de ces selles vers l'extérieur et mettre en place une poche. Et malheureusement que le fait d'avoir opéré plusieurs fois, donc avant de l'envoyer à l'hôpital Ignace, le tissu était complètement affaibli. On n'a pas un plateau technique qui pouvait assurer une bonne prise en charge, parce qu'il faut mettre le tube digestif en repos, nettoyer et remettre tous les tissus qui étaient complètement déchirés, et remettre tout ça en place et faire l'anastomose. Donc il a été évacué. Mais il faut tout de suite dire que nous étions en contact avec nos collègues médecins tunisiens, qui nous ont fait part de l'évolution de la maladie. Et malheureusement, elle est décédée dans un tableau qu'on appelle sepsis, parce que c'était vraiment une infection généralisée avec une défaillance multisectorielle de tous les tissus. Voilà. Bien, professeur, on parle de cette septicémie justement. Est-ce que cela est dû aux multiples interventions qu'elle a subies ici et à tous ces produits qu'elle a dû recevoir dans des milieux non adéquats, notamment dans les différentes cliniques avant qu'elle n'arrive à Ignace Dine? Bon, en fait, la septicémie est due au fait que les selles n'étaient plus évacuées à l'extérieur. Donc, le fait qu'il y avait une fistule, non seulement recto-vaginale, à tous les niveaux, donc les tissus étaient déchirés, donc tout se faisait à l'intérieur de la cavité abdominale. Donc, vous savez qu'il y a des microbes qui sont saprophytes, il y a des microbes aussi qui peuvent être présents au niveau de la cavité abdominale, ce qui peut entraîner cette infection, la septicémie. Donc c'est pour cette raison qu'on n'a pas pu l'opérer ici, parce que pour faire ce genre d'intervention, il faut vraiment il faut avoir un très bon bloc opératoire, une très bonne salle de réanimation pour pouvoir nettoyer complètement et éviter cette infection. Professeur Hassan Ba, médecin légiste, il intervient au titre de l'Ordre national des médecins sur ce dossier. Antoine Kourouma. Rapidement, ces deux questions, professeur. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette mort subite? Parce qu'on avait espoir qu'elle nous revienne saine et sauve. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché en Tunisie qui a occasionné la mort de notre compatriote? La deuxième question, c'est celle liée au contrôle sur le terrain. Jusqu'à quel niveau vous intervenez? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à faire de la confusion dans le rôle de l'ordre. Est-ce que vous avez une instance en votre sein qui supervise les cliniques sur le terrain? Est-ce qu'il y a un contrôle qui périodiquement tourne pour avoir une idée de la qualité du service qui est offert sur le terrain, qui est offerte sur le terrain? Professeur. Bon, d'abord par rapport au décès de la dame, en fait c'est la suite logique de tout ce qui a évolué depuis le début. Vous savez, lorsqu'elle a été victime de ce viol, ce sont ces bourreaux qui l'ont d'abord, comme vous l'avez dit, c'est le tel, qui l'ont charcuté. Parce que tu ne peux pas être un chirurgien, tu ne connais pas l'anatomie. Donc ils l'ont charcuté, ils sont allés déchirer ce qu'il ne fallait pas, donc ils ont coupé les intestins, et donc tout était en morceaux. Donc pour vous dire qu'il faut recoller tout ça et remettre ce qu'on appelle des anastomoses, collecter tout ça pour pouvoir faire le circuit, ce n'est pas un travail facile. Et donc, ce qui n'a pas marché, c'est qu'elle a développé un tableau infectieux. Elle est morte de son infection, de ce sepsis. Donc c'est ce qui a expliqué la mort.
Donc, bon, ça, c'était quand même, ce n'est pas, on ne peut pas imputer, dire que c'est la faute des chirurgiens. C'est-à-dire que c'est le fait sans lequel les causes ne se seraient pas revenues. Si, par exemple, on n'avait pas violé, opéré pour une première fois et affaibli tous les tissus, et puis pour que les chirurgiens soient amenés à reprendre encore dans des conditions très difficiles, elle ne serait pas morte. Donc, donc à ce niveau, c'est la suite vraiment logique, c'est l'évolution. Ce sont les conséquences de la première intervention qui a été réalisée par ce groupe. D'accord. Sur la deuxième question. Il faut dire, la deuxième question, c'est que l'ordre des médecins est un organe consultatif du ministère de la Santé. Ce n'est pas une institution qui prend des décisions et qui sanctionne. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a un pouvoir juridictionnel qui est tout à fait disciplinaire, et c'est ce que nous avons fait valoir d'ailleurs dans ce cas-là, parce qu'il peut aller jusqu'à interdire l'exercice de la profession. La décision a été prise au niveau du Conseil de l'ordre, ce qui nous a permis, on a pris la décision d'interdire l'exercice de la profession. Mais il ne nous appartient pas de réglementer l'exercice de la profession, il ne nous appartient pas non plus d'aller inspecter les cliniques, voir les cliniques qui remplissent les conditions d'exercice. Il y a une inspection générale de la santé au niveau du département de la santé. Donc c'est cette inspection qui a pour rôle de veiller non seulement à l'installation, avec le département qui est chargé des soins hospitaliers, et donc de veiller à l'installation et aussi au suivi des actes médicaux qui sont réalisés au niveau de ces cliniques privées. Donc ce n'est pas du tout le devoir de l'ordre des médecins. Nous avons un devoir de conseil, nous avons aussi de moralisation de la profession, ce que nous faisons d'ailleurs à toutes les occasions, pour rappeler les règles éthiques et déontologiques qui régissent l'exercice de la profession médicale à tout le corps médical. Et c'est ce que nous faisons. Mais il faut dire que les médecins peuvent faire fi à ces recommandations déontologiques. C'est pour cette raison que j'appelle la justice de sévir. Parce que lorsqu'on ne respecte pas ces principes éthiques et déontologiques, on est soumis, maintenant on est enfreint à répondre au cours de la justice. Donc, comme c'est le cas. D'accord. L'ordre national qui agit à titre consultatif le plus souvent, Jacques Léoaleno. Vous nous appreniez tout à l'heure que ces agents incriminés ne seraient pas inscrits à l'ordre des médecins. Donc, pour vous, ils ne sont pas médecins. C'est vrai que vous dites que ce n'est pas votre rôle d'assainir, qu'il revient à l'inspection générale du ministère de la Santé. Mais en même temps, professeur, c'est quand même en votre nom qu'ils agissent. Parce que dès lors qu'ils se font appeler médecins dans les quartiers, évidemment on va penser que ce sont des médecins guinéens et donc qui sont enregistrés à l'ordre. Le citoyen qui est dans le quartier ne connaît pas cette différence, qui est enregistré, qui ne l'est pas. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au niveau de l'ordre, qu'il y a un travail que vous devez faire, même ne serait-ce qu'en termes de communication, pour amener le citoyen à mieux se situer? Mieux, professeur, avant que vous ne réagissiez, ils ont naturellement eu des connexions avec d'autres soignants à Ignace Dine. Surtout ça. Mais écoutez, oui, vous savez le problème, lorsque vous venez à Ignace Dine tout de suite, d'accord, vous rencontrez un monsieur qui est en blouse. Vous ne pourrez pas me dire que, vous ne pourrez pas tout de suite dire que c'est un médecin, un infirmier ou un garçon de surface. C'est ça, c'est la première question. Donc, aujourd'hui, malheureusement, dans le pays, on ne peut pas... Tout le monde porte la blouse blanche. Et pour le citoyen lambda, quiconque porte la blouse blanche est appelé docteur. Donc ça, c'est un gros problème. D'abord, je suis d'accord qu'il faut penser à réglementer, même à travers la tenue. C'est-à-dire que l'infirmier ne doit pas porter la même blouse que le médecin, et le médecin ne doit pas porter, même au niveau du corps médical, il y a des grades. Lorsque tu vois un enseignant, ou en tout cas dans le cadre universitaire, un hospitalier universitaire, tu dois tout de suite savoir quel est son niveau de qualification et qui doit correspondre avec la tenue qu'il porte. Mais en attendant, nous pensons que ce n'est pas normal aussi de dire que tous ceux qui portent les blouses blanches sont des médecins. C'est-à-dire que ici nous faisons appel à la justice pour montrer qui sont ces personnes. Est-ce qu'ils sont réellement des médecins? Pour ma part, lorsque tu n'es pas inscrit à l'ordre des médecins, tu n'es pas médecin. Ou même si tu as le diplôme, tu fais de l'exercice illégal de la médecine. Et je peux vous dire, parmi les trois, j'ai déjà des informations. Un parmi eux a été renvoyé de la faculté de médecine parce qu'il a triplé la 3e année. Donc ça, au moins, c'est très clair. Donc c'est pour vous dire, tout de suite, dire qu'il s'agit de médecins, je pense que non. Il faut être prudent en disant qu'il s'agit. Ce sont des soi-disant médecins. Professeur, c'est lequel des médecins? Parce qu'on apprend que c'est le chirurgien. Non, je ne veux pas le dire. Je suis lié par le secret de la... Bon, nous apprenons que c'est le chirurgien.
voilà. D'accord. Donc ça, moi, je ne veux pas le dire. D'accord, Moussa Moui. D'accord, le chirurgien alors. Professeur Hassan Ba de l'Ordre national des médecins qui intervient ce matin sur nos antennes. Moussa Moïse. Quoi que l'on dise, professeur, il y a des responsabilités à situer à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau légal, c'est-à-dire, dites-nous concrètement ce matin, c'est quoi un médecin au regard de la loi? C'est quoi un médecin pour qu'on puisse vraiment être d'accord à aller se confier sa vie à une telle personne? C'est quoi un médecin? Première question. La deuxième, lorsqu'on écoute le cas de Massila, on se rend compte aussi des défaillances de notre système de santé. Ignace Dine, un hôpital, un vieil hôpital, et qui est aujourd'hui continue de courir derrière un plateau technique adéquat qui soit capable de prendre en charge des cas aussi urgents que celui de Ma. Alors, je me demande qu'est-ce qui ne va pas jusque maintenant pour que nous puissions avoir un plateau technique moderne. On nous apprend que dans le cas qui devrait être normalement opérationnel, doit être cet hôpital beaucoup plus dense, bien équipé, qui pourrait donc faire face à des cas extrêmement urgents, comme le cas de Massila. Pour enchaîner dans le même CH, comment un CHU comme Ignace Dine, professeur? Allez-y. Oui. Alors, comment un CHU comme Ignace Dine peut accueillir une jeune dame dans l'état de Massila sans que les médecins les plus expérimentés ne soient alertés tout de suite? Comment cela est-il possible? Bon, d'accord, merci beaucoup. Je vais répondre d'abord. Qu'est-ce que c'est qu'un médecin? Un médecin est celui qui a suivi des cours de médecine dans une faculté de médecine qui est reconnue dans son pays, qui a validé tous ses examens, qui a soutenu une thèse de doctorat en médecine devant un jury reconnu et qui est reconnu comme médecin. Donc il a suivi tous ses cours, son cursus, dans une faculté de médecine qui est reconnue et qui a validé ses examens. Et qui a, à la fin de ses examens, qui a soutenu une thèse de doctorat. C'est ça un médecin. Donc un médecin qui n'a pas terminé, qui n'a pas validé et qui n'a pas soutenu n'est pas un médecin. D'accord? Donc celui qui suit des cours aussi dans une faculté de médecine qui n'est pas reconnue dans son pays n'est pas un médecin. Donc c'est ça d'abord le médecin. Maintenant, lorsque tu es médecin, cela ne te donne pas le droit d'exercer la médecine. Pour exercer la médecine dans notre pays, il faut non seulement être médecin, mais être inscrit au Conseil de l'ordre des médecins. Si tu as le diplôme de médecin, tu n'es pas inscrit au Conseil de l'ordre des médecins, tu fais de l'exercice illégal de la profession. Dans le cadre maintenant du code de déontologie au niveau de l'espace CEDEAO, il y a d'autres critères qui sont des critères de nationalité et des critères de compétence. Professeur, on peut greffer à cette question parce qu'on peut être médecin, on passe par tout ce process, on inscrit à l'ordre des médecins, mais pour sortir de ce cadre et ouvrir sa propre clinique, il y a également des exigences à avoir. Et il y a une procédure. Oui. Il y a une procédure. Il y a un service des agréments au niveau du ministère de la Santé qui relève de la Direction nationale des établissements et de soins. C'est un service rattaché au ministère de la Santé. C'est un service d'agrément-là qui délivre les autorisations d'exercer, d'ouvrir une clinique. Et dans ce circuit, l'ordre des médecins a un avis consultatif. On nous demande de vérifier est-ce qu'il s'agit bien de médecins. Et c'est pour cette raison qu'en collaboration avec la faculté de médecine, nous avons décidé maintenant de vérifier les diplômes. C'est-à-dire que lorsqu'on demande l'avis consultatif de l'ordre des médecins, nous envoyons le diplôme au niveau de la faculté de sciences et de techniques avec le professeur Sissi, vérifier l'authenticité de ce diplôme avant de donner notre clairance, avant de donner notre avis favorable. Donc, professeur, vous ne faisiez pas ça avant? Mais non, en fait, le problème, comme avant, on connaissait à peu près les signatures des différents doyens de faculté de médecine, on l'examinait. Maintenant, plus ou moins, je connais la signature du professeur Cissé, je connais la signature des anciens doyens, etc. Mais maintenant, de plus en plus, on se rend compte que on peut être trompé par des faux diplômes qu'on va nous présenter. Mais on le faisait de façon systématique pour les étrangers. Lorsqu'un étranger veut s'installer en Guinée, obligatoirement, on ramenait le diplôme au niveau de son pays, demander l'avis du conseil de l'ordre des médecins de son pays, s'il ne fait pas l'objet de poursuites dans son pays, et demander la faculté de médecine qui a délivré le diplôme. Mais pour les Guinéens, à l'extérieur, on ne le faisait pas. Pour compléter cette question, vous avez enregistré à ce jour combien de médecins dans votre registre? On en a combien officiellement
qui méritent d'exercer la profession. Et voilà, on veut savoir quel est le nombre exact de médecins en Guinée enregistrés à l'ordre. Et puis, pour compléter la question de Antoine, est-ce que c'est un fichier consultable par le citoyen pour savoir vers qui on peut aller, vers qui on ne peut pas aller? Mais écoutez, on a un site web. Lorsque vous allez maintenant vous consulter notre site, vous allez voir tous les gens de plus en plus s'enregistrent, on les enregistre en ligne. Hein? On a un système de vérification sur place des diplômes. Et puis après, le reste de l'enregistrement se fait en ligne. Donc là, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a combien de médecins? Je n'ai pas consulté le chiffre de nombre de médecins avant de venir. Hein? Donc je ne pourrais pas vous le dire comme ça. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup de médecins qui sont formés par an. À titre d'exemple, au niveau de la faculté de médecine seulement, il y a quelques années, au moins on sortait 800 à 900 étudiants par mois, par an, plus les universités privées. On a plus de 1000 étudiants qui sont formés par an et qui ne sont pas employés. Et l'État n'embauche pas. Imaginez-vous ces médecins qui sont déversés comme ça dans le marché des choses et qui se font maintenant, qui retournent dans les quartiers ou dans les structures, dans les villages et tout ça, ils font de l'exercice illégal de la médecine. En fait, c'est ce problème auquel on est confronté. Donc, en plus de ce que l'ordre des médecins va prendre pour organiser, je crois qu'il y a l'État doit prendre toutes ses responsabilités pour non seulement mettre en place un numerus clausus par rapport à la formation des médecins, adapter la formation aux besoins de l'emploi pour ne pas former plus de médecins qu'il n'en faut, alors qu'on ne peut pas les utiliser, et ceux qui sont déjà formés, essayer de les recenser, les mettre ensemble pour voir comment il faut organiser la pratique médicale en Guinée. Sur l'aspect des équipements, le plateau technique, Ignace Dine, donc... Je suis parfaitement d'accord avec vous. Hein. Heureusement, nous avons maintenant un nouveau ministre. Je crois qu'il y a une grande vision par rapport à tout ça. Et on espère qu'il va comprendre la nécessité d'équiper nos hôpitaux. Parce qu'en fait, l'étude récente qui a été faite au niveau de nos hôpitaux a montré que près de 70% du matériel qui existe a été orphelin. Bon, hein? Ça c'est depuis professeur, ça depuis Konaté, depuis Lansana Conté, ça on sait ça, hein, ça c'est une réalité connue. Mais bon. Allez-y, Moussa Moïse. Oui, tout de même. Et Donka, qu'est-ce que vous en savez par rapport à l'hôpital national Donka? Mais je sais que l'hôpital national Donka, en tout cas, je pense que la plupart des médecins souhaitent aujourd'hui qu'il y ait une ouverture progressive. C'est-à-dire comme on a déjà on a un scanner, on a l'IRM, on a beaucoup d'équipements, pour ne pas les laisser stocker comme ça sans pour autant utiliser. Je pense qu'on a, en tout cas, c'est la proposition du Conseil de l'Ordre, c'est d'ouvrir progressivement l'hôpital Donka. Alors, professeur, il y a quand même cette question. Moi, je veux vous entendre là-dessus. Est-ce que le Conseil de l'Ordre peut avoir un regard sur l'enseignement, donc sur la préparation des médecins au sein de nos facultés? Est-ce que, par exemple, vous pouvez questionner les conditions dans lesquelles les notes sont attribuées, les diplômes sont validés au sein de nos facultés de médecine? Oui, on a un regard. Hein. Les plus anciens se souviendront que, avant l'ouverture de la faculté de médecine de Kofi Annan, je m'étais opposé. Hein, et puis pour vous rappeler un peu les exigences qu'on avait au niveau du Conseil de l'Ordre pour ouvrir une faculté de médecine. Heureusement, au niveau de cette faculté, tout est rentré en ordre. Ils sont inscrits par rapport, ils ont respecté les recommandations qui étaient faites à l'époque. Donc, on a eu des professeurs d'enseignement, des enseignants de rang magistral qui donnent des cours. Le programme a été harmonisé avec celui qui est au niveau de la faculté de médecine. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont eu l'accréditation du CAMES. Donc, je pense que à ce niveau, on n'a pas de problème. Mais à chaque fois qu'on voit qu'il y a un problème au niveau de l'enseignement de la médecine, au niveau des universités privées, nous intervenons, nous prenons position et nous rappelons les critères qui doivent prévaloir dans le cadre de la formation des médecins. Parfait. Professeur Hassan Ba, médecin légiste, il intervient au titre de l'Ordre national des médecins de Guinée. Professeur, en tout cas, on vous encourage à aller justement dans ces classes-là, parce que là-bas aussi, il y a une vraie mafia autour des notes. En médecine, c'est une véritable problématique. Merci, professeur, d'être intervenu ce matin dans les Grandes Gueules.
Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Radio Espace Guinée, les grandes gueules. Si la régie est avec nous, Massila s'était exprimée sur nos antennes, nos caméras s'étaient dirigées vers elle. Nous l'entendions où elle s'exprimait à l'endroit de personnes qui s'étaient mobilisées en sa faveur, au CNRD, mais aux Guinéens dans leur ensemble. C'est un élément que nous vous proposons de suivre maintenant, côté régie télévisuelle. C'est parti, on se retrouve juste derrière. Les grandes gars. J'étais tellement fière de lui parce qu'il m'avait, il m'a repéré aussi. Il t'a opéré? Oui. On t'a opéré combien de fois là-bas? 2 fois. Avant que tu deviennes à Ignazine? Oui. J'ai été opérée 2 fois là-bas. Je me suis suicidée. Donc, lorsqu'il m'avait opéré aussi, il m'avait dit que s'il m'opère, que c'est fini. Que c'est fini. Que tu vas te rétablir. Voilà, que je vais me rétablir, que je vais me débarrasser de ce problème maintenant. J'ai cru à ça. Il m'a opéré à ce temps-là. Donc, quand il m'a opéré maintenant, quand il m'a opéré, les choses, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux avec mon papa là-bas. Il est venu directement, il a crié devant tout le monde. Il a dit à mon papa que moi, je ne sais pas, que ce n'est pas la grossesse. Que c'est pas un kyste, que c'est un process que je fais quoi. Un avortement. Il m'a humilié devant tout le monde. Donc, il y avait d'autres personnes là-bas? Oui. Il y avait beaucoup de monde. Il est venu devant tout le monde. Parce que moi, je croyais à M. Cissé. Je l'aimais beaucoup. Mais depuis qu'il m'a humilié devant tout le monde, il a dit devant tout le monde que ce n'est pas un kyste, c'est pas un kyste, que c'est un avortement. C'est un avortement. Je dis en tant que médecin, je pensais qu'un médecin, c'est celui qui peut sauver la vie. Je remercie tout le monde. J'ai entendu tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je vois aussi que les gens me soutiennent. Je vois tout le monde. J'ai entendu aussi tout ce qui se passe dans le quartier. Donc, je salue mes amis. Je salue tout le monde. J'aime tout le monde aussi. Je suis là et je serai forte. Je serai forte. J'ai l'espoir quand même que je vais guérir. Je vais prier Dieu aussi que je vais avoir ma santé. Parce que rien ne vaut que la santé. Si on a la santé, on a tout dans le monde. Si on a la santé, on a tout. Donc, je remercie tout le monde. Merci, ma grande. Merci de continuer à être forte. Je serai forte, j'ai l'espoir. Je crois que je vais guérir. Si l'on a la santé, on a tout dans le monde. C'était en quelque sorte les derniers mots de Massila
Vous l'avez entendu, ce sont des instants lourds, pénibles, pour notre invité larmoyant dans ce studio, ce que nous comprenons et pourquoi nous lui disons bon courage. Moussa Hiro, c'est vous qui avez, soyez forte aussi, hein, c'est vous qui avez réalisé, je comprends votre émoi. Je pense qu'on va aller avec vous, Moussa Moïse. On a écouté Massila le temps que nos deux autres se reprennent. Je sais pas quoi dire parce que c'est quand même extraordinaire de l'entendre parler avec autant d'espoir, autant d'espérance. Elle s'est accrochée à la vie, elle a lutté, et c'est quand même extraordinaire donc de regarder cette vidéo et de se mettre en tête qu'elle n'est plus, là. Voilà, ce que j'arrive pas à comprendre. Et elle a promis, je serai forte. Oui. Merci pour votre mobilisation, je serai forte. Moi, je comprends plus rien. Je trouve que les mots me manquent. Tout ce qu'on peut demander à l'État, à la justice, c'est de penser à cette jeune dame. Parce que au-delà de Massila, il faut voir toutes les femmes qui ont été victimes, qui sont encore peut-être dans la même situation, mais qui n'ont pas la voix au chapitre, qui n'ont pas les mêmes chances, qui ne peuvent pas interpeller un frère, qui ne peuvent pas attirer l'attention des médias. Il faut que le cas de Massila serve d'exemple. Il faut que ce cas serve d'exemple. Jacques, vous avez tout autant que nous suivi ce bout où Ma remerciait tout le monde, où elle disait « Gardez bon espoir » et où elle promettait de se battre. Et de se battre, je crois qu'elle s'est vraiment battue. On aurait aimé qu'elle soit en vie et qu'elle se batte. Moi, j'aimerais, si Dieu avait voulu qu'elle se rétablisse, qu'elle n'ait pas honte, qu'elle ne mette pas de voile sur son visage, à visage découvert, qu'elle affronte ses bourreaux. C'est ce que j'aurais aimé. Dieu a voulu que ça se passe autrement. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, parce qu'il y a déjà 3 qui sont détenus, il y a un qui est en fuite, qu'il va falloir rechercher, retrouver et puis soumettre au même procès que les autres, et que la peine, si bien entendu ils sont reconnus coupables, soit sévère, la plus sévère possible. Et comme Moïse l'a dit, il y a d'autres cas qu'on a présentés ici. Il y a même eu une manifestation pour soutenir la dame violée dans un camp militaire à Sigiri. C'est resté comme ça. Et je crois que ce sont des cas qui existent. Nous en avons suffisamment. Il faut que la justice, dans le cadre de la refondation de notre État, puisse revenir sur certains cas qui ont marqué. Parce que ça n'a pas prospéré à l'époque. Nous le savons. Nous étions dans un système qui ne permettait pas de condamner par exemple un militaire. Nous étions dans un système qui ne permettait pas de mettre en nu tout un système de santé. Aujourd'hui, dans le cadre de la refondation de l'État, il faut que notre justice soit assez courageuse pour revenir sur ces cas-là. Pour le cas de Ma, j'ai bon espoir. J'ai l'espoir que ceux qui ont... Bon, Ma ne reviendra plus à la vie. Mais ceux qui ont fait, qui sont déjà détenus, sont déjà, s'il faut le dire, avec nous. Donc eux, ils seront poursuivis, ils seront condamnés. Et cette expression, la volonté politique du gouvernement qui a demandé à la justice... Qui a demandé à la justice de faire son travail. Donc, plus d'accélérer la Donc procédure. Là, on peut dire qu'il y a de l'espoir. Mais pour cette dame de Sigiri, je ne souhaite pas que ça reste comme ça. Absolument. Les associations de femmes ont organisé une conférence. Mais nous étions dans une période où on disait pas de manifestation. Il n'y a pas eu de manifestation de soutien pour cette dame-là. C'est nous, espace encore. Il y a eu manifestation. Pardon. Il y a eu manifestation pour la dame de Sigiri. Pour la dame de Sigiri. Nous avons manifesté, nous avons été reçus par le ministre de la Justice et nous avons déposé un mémorandum. Nous avons suffisamment parlé. Et puis c'est resté lettre morte. Ça ne doit pas rester lettre morte. Et d'ailleurs, à ce moment, il faut réparer aussi cette injustice. Condé s'était mobilisée autour de ce dossier aussi. Elle s'était même impliquée pour prendre en charge un avocat à l'époque. Parce que ces militaires-là sont connus. Il faut les prendre. Il faut qu'ils soient où se trouvent les deux Lama et Sebouri Cissé pour qu'ils répondent de leurs actes. Antoine, j'ai vraiment aimé ce communiqué du Premier ministre qui a été rendu public hier. Je crois qu'il a dit au nom du Président de la République. On a vu qu'il y a eu tout de même une action de l'État pour sauver la vie de Massila.
l'envoi de Massila en Tunisie l'a été parce que le président a été à l'hôpital, il l'a vu. C'est après cela qu'il a diligenté une mission pour qu'elle soit évacuée. On a déjà salué ce tact. Malheureusement, il n'y a pas eu l'espoir escompté. Aujourd'hui, il y a un communiqué qui est sorti appelant le ministre de la Justice à accélérer les choses. C'est déjà un espoir qui est donné pour dire qu'il y aura justice dans ce dossier et qu'il ne restera pas impuni. Il y a l'association des détenteurs de cliniques privées qui existe. Je crois que c'est le moment pour eux de se faire entendre. Une association de cliniques privées qui existe, on ne dit pas qu'ils sont tous pourris, qu'ils sont tous qui ne méritent pas d'exercer parce qu'ils aident aussi les populations. Il est important qu'ils se dissocient aussi de ce qui se passe. Lorsque des médecins l'ont fait, il est indéniable que l'association des cliniques privées se fasse entendre. Qu'ils ne le fassent pas simplement, qu'ils le fassent de façon concrète. Une simple déclaration ne suffit pas, il faut un acte concret symbolique pour un peu condamner ce qui s'est passé. Parce que pour moi, ce qui se passe là, c'est plus qu'un crime. C'est assez gravissime, cet acte. C'est une première en Guinée qui est viol sur une patiente de la part de médecins, même si on ne le connaît pas, mais de la part de personnes appelées médecins, sur une patiente et que mort s'en suive. C'est une première officiellement. D'accord. Officiellement, voilà. C'est une première qu'une patiente se fasse violer parce que ça fera peur aux femmes désormais. Ça fera peur aux femmes d'aller vers quelqu'un qui porte une blouse pour une consultation. Lorsqu'on apprend que des médecins font endormir leurs patientes et ensuite font des choses qu'on ne souhaite pas, mais une femme qui est malade et qui a envie de se faire traiter, mais elle n'ira pas avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Des personnes, des hommes qui sont de bons médecins, parfois vont se faire, vont être méfiants par rapport à ce qu'ils font. Il est important que l'ordre réinstaure cette confiance-là entre les patients et les médecins pour éviter qu'il y ait parfois des fuites dans des hôpitaux et cliniques, parce que souvent des patients ou des patientes vont refuser d'être consultés par des médecins sous prétexte qu'ils peuvent me violer ou je peux subir ce que Massila. Absolument. Il faut que les communications se suivent. Que la justice fasse son travail. Moussa Hero, c'est vous qui avez réalisé cet élément avec Ma. Et il y a un passage que j'aurais aimé qu'on fasse passer, mais qui n'est pas passé, où Ma dit, si je savais, j'aurais parlé à mes parents, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Elle m'a dit ça. Je dis non, mais elle m'a dit, c'est peut-être ma faute. Je dis non, c'est pas de ta faute. Je lui ai dit, c'est pas de ta faute. Tu n'es pas responsable. Qui culpabilise. Elle se culpabilisait. Je dis, mais tiens, tu n'es responsable en rien. Tu ne l'as pas cherché. Cela t'est tombé dessus. Ça m'a ramené à quoi? Hier, quand j'étais dans la famille de Ma, pour présenter les condoléances d'usage, j'étais au milieu des sages. Je leur ai dit, n'effrayez pas vos enfants. Parlez à vos enfants. Faites en sorte que quand quelque chose arrive à vos enfants dehors, qu'ils courent vers vous pour dire, papa, cela m'est arrivé. Que le refuge, maman, ce soit vous. Que le refuge soit vous. Il ne faut pas que l'enfant parte se réfugier ailleurs. C'est ailleurs qu'il y a le monstre. Ici, le monstre était dehors. Mais Massila avait peur parce qu'elle avait peur du candidaton. Elle avait peur de se dire, ah, je vais humilier ma famille si les gens sont au courant. C'est cela. Il faudrait qu'on n'effraie pas nos enfants. Parlons à nos enfants, quand quelque chose leur arrive dehors, que nous soyons les amis à qui ils peuvent se confier pour les sauver, pour les aider. Et c'était ça, elle est partie avec ça, pensant qu'il a fallu qu'on la rassure, qu'on lui dise non, c'est pas de sa faute. L'autre chose que je voulais dire, par rapport au code pénal, le code pénal est clair là-dessus. C'est de 5 à 20 ans, et même la réclusion quand le viol est suivi de mort. La réclusion criminelle à perpétuité. Nous avons des textes, mais les gens choisissent comment on appelle la condamnation. Il y en a qui choisissent un an. Quand c'est par exemple une mineure, une peine d'une fourchette de 5 à 20 ans, vous choisissez 6 mois. Ça veut dire que c'est votre probité morale qui est en jeu. Il faudrait qu'on se réveille, qu'on sache qu'on ne peut pas abuser d'une personne, tuer des rêves. J'ai vu la grand-mère de Ma hier, unijambiste, elle a une béquille. La famille m'a dit que c'est la fille là qui courait partout quand il y a cérémonie, c'est elle qui organisait tout pour la vieille dame. La vieille dame, elle a tellement pleuré que c'est pas possible. Quand je l'ai vue à l'hôpital et quand je l'ai vue hier, c'est une loque humaine qui est là aujourd'hui. Elle est complètement détruite parce qu'elle n'a plus ses jambes et ses mains. C'était Massila. La dernière chose, la mobilisation. Les hommes, Muntaga l'a dit, les hommes doivent être devant ce qui s'est passé. Les hommes, vous avez des filles. Vous avez vu le papa de Massila, il ne l'a pas quitté d'une semelle. On a vu un homme qui a accompagné sa femme ici qui a été violée.
Il faudrait que les hommes prennent leurs responsabilités, qu'on ne pense pas que c'est une histoire de femmes. C'est pas une histoire de femmes, parce que les femmes se font violer par des hommes. Il faudrait que les hommes accompagnent ce combat. Si nous voulons réussir ce combat, imaginez une femme violée, c'est une vie foutue, fichue à jamais. Le déshonneur là que vous avez quand on vous viole, on ne peut jamais restaurer sa dignité quand on a subi ça. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est un drame. C'est un drame. Le président est parti serrer la main à Ma avant qu'elle le décède. Il l'a évacuée. Il faut saluer cela. Mais au-delà, il faut que justice soit rendue pour servir d'exemple à d'autres personnes. Il faut que justice soit rendue pour servir d'exemple à d'autres personnes. Il faut reconnaître que toutes les cliniques clandestines appartiennent à des médecins titulaires de nos hôpitaux. L'État doit déployer des policiers, des gendarmes pour fermer les cliniques pour 1 an, le temps de les nettoyer. S'il faut laisser ces cadres du ministère de la Santé fermer ces cliniques, alors que c'est pour eux, nous sommes mal barrés. Paix à l'âme de Massila, c'est Arfa Moussaya Makadiabi qui nous a écrit. C'est avec vous qu'on va terminer. Montaga Keïta, vous êtes avec nous depuis un certain moment. Merci pour cela. C'est quoi le message de la fin au sein de la famille? Que va-t-il être fait? On sait qu'il y a une procédure en cours devant nos instances judiciaires. C'est quoi finalement le combat que vous porterez ces jours à venir? Voici un message très clair. D'abord, à notre président, le colonel Mamadi Doumbouya, au nom de tout le peuple de Guinée et de ma famille, merci. Parce qu'on a vu un changement depuis le 5 septembre. Je suis pour ce changement. Ce qui s'est passé, c'était systémique. C'est un système qui a raté Massila. C'est un système qui a fait qu'elle s'est retrouvée là. Le manque d'hôpitaux fiables a fait que les gens vont dans des boutiques cliniques dans leur quartier. C'est ça les vrais coupables. Il y a des départements qui sont responsables pour l'audit, pour la vérification, qui n'ont pas fait leur boulot. Monsieur le Président, démolissez toute cette case et on vous aidera, on vous suivra. Et à ceux qui sont dans ces départements, qui sont censés faire ce travail, qui se pavent dans des grands Hilux à 50 000 euros, climatisés, tout frais payé, on arrive. On démolira toute cette case parce que c'est pas une histoire de Massila, c'est une histoire de tout un peuple. Depuis 1977, ma date de naissance, les pratiques n'ont pas changé. On a même l'impression que cela a régressé. Nous avons régressé, nous sommes meilleurs que ça. À l'étranger, les Guinéens sont excellents. Je viens de l'apprendre récemment. J'ai un oncle, je ne le connaissais même pas, qui est colonel à la retraite de l'armée américaine, qui était à la NSA. Ce monsieur, par exemple, a essayé d'assister la Guinée en envoyant du matériel en Guinée. Il a été tout simplement escroqué. Il me demande même de l'aide, comment envoyer les colonels à la retraite aux États-Unis. Il veut envoyer du matériel. On empêche. C'est en Guinée où vous voyez quelqu'un veut vous aider. On vous dit non. Ma part est où? Parce qu'il y a une phrase ici qui court dans un des ministères là-bas, dans tous les ministères. La patrie sera ma part, la patrie n'a qu'à périr. Et ils savent bien ceux qui m'ont dit cette phrase. C'est la phrase là qui court. La patrie sera ma part, la patrie n'a qu'à périr. Eh bien ça c'est fini. Toute cette fourmilière-là sera abattue. Cette case, on la brûlera. Il faut que le Guinéen, le chauffeur, la bonne, le cousin, l'oncle, que tout le monde puisse avoir accès à un soin de santé. Au moins le minimum. Les maintenir en vie au minimum. Même si le reste est payant, il faut le faire. Et on ira jusqu'au bout. Alors, il y a une manifestation qu'on va faire. Si aujourd'hui, Madame la gouverneure et Madame la maire nous autorisent, de Kaloum nous autorisent à le faire demain matin, on le fera à 10h, devant le ministère de la Santé et le ministère de la Justice ensuite, comme Madame Ala de Kabal a dit. Si c'est pas possible, parce qu'il faut les 72 heures, et c'est aujourd'hui qu'on soumet, alors on le fera jeudi. Mais je vous le jure qu'on le fera. Et cette fourmilière-là, ce réseau-là sera démantelé. Même si c'est pas aujourd'hui, même si c'est pas la semaine prochaine, on fera ce boulot pour que tout soit démantelé. Parce qu'on a droit à une santé normale. On n'est pas des extraterrestres. Partout ailleurs, le Guinéen va à Dakar, va à Abidjan. Pourquoi? On les a donné l'indépendance. On réclame notre indépendance. On leur a donné l'indépendance, on réclame notre indépendance. Massila, la goutte de trop, à l'évidence. Moussa Yero, à vous également, il faut dire merci. Le travail n'est pas encore terminé, mais merci déjà pour ce qui a été abattu. Bon courage. C'est le même message à Mon Enfant, Ma Vie, je crois, l'ONG qui a levé le lièvre sur ce dossier-là. Bravo.
surtout très très bon courage. Demain, si la marche a lieu, nous ne pourrons pas être avec vous, mais nous aurons nos représentants là-bas. On suivra cet événement justement avec vous, et beaucoup de courage à la famille. Consolation de la part de Dieu, vous qui en souffrez le plus. Et le message, il est clair, au colonel Doumbouya: changer de ministre ne suffira pas. Il faudra aller plus loin. À ceux qui travaillent là-dessus, Moussa Moïse, en 30 secondes. Pardon, je vous ouvre à ça, oui. N'oublions pas la grand-mère de Mar. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier, c'était son espoir, c'était son abri. L'abri qui s'est asséché, l'abri qui a disparu. La grand-mère, elle reste, est donc en vie. Il faudra surtout pas l'oublier. Si vous avez besoin de faire quoi que ce soit, vous pouvez entrer en contact avec le groupe Adafo Média. On vous mettra en rapport avec Moussa Yeroba pour tout le reste. Demain, un autre numéro nous attend. Nous aurons, si tout va bien, le docteur Ousmane Doré, qui est médiateur dans cette histoire de constitution des représentants des partis politiques au Conseil national de la transition. Merci les gars, merci Moussa Hiro, merci à Mohamed Diaby qui a permis que vous nous entendiez côté radio, merci à la régie qui a fait à sa manière ce qu'elle a pu pour que cette émission soit possible. Je pense à Poutine, je pense à l'homme de nuit, Mafata Sano, et puis toutes les autres. Demain, dès 9h, c'est un autre numéro des Grandes Gueules. Merci d'avoir été des nôtres.